On va reprendre ce que j'avais peiné à commencer hier, à savoir la lecture de la deuxième partie de la seconde méditation. Quel était le point auquel Descartes était arrivé à la fin de la première méditation? Descartes cherche à fonder l'édifice des connaissances scientifiques sur des certitudes absolument indubitables, et pour y parvenir, il met en place une méthode qui est celle du doute systématique et hyperbolique, c'est-à-dire douter de tout systématiquement, et si j'ai la moindre raison, s'il a la moindre raison de porter un soupçon sur une certitude, alors celle-ci doit être rejetée par principe. À la fin de la première méditation, Descartes a, grâce à ce doute, détruit toutes ces certitudes, y compris l'évidence mathématique, l'évidence des certitudes mathématiques et logiques. Donc il n'est même plus certain que 2 plus 3 égale 5. C'est l'argument du Dieu tout-puissant ou d'une création de mon esprit de manière totalement hasardeuse. Si ça se trouve, mon esprit pense faux sans que je puisse m'en apercevoir. Un petit peu de la manière dont la rétine d'un daltonien perçoit différemment certaines couleurs sans qu'il puisse lui-même s'en apercevoir. Au début de la méditation seconde, Descartes va reprendre le fil de son doute et se rendre compte qu'il est comme quelqu'un qui se noie sans jamais pouvoir toucher le fond. Il s'enfonce dans le doute sans pouvoir toucher le fond. Et ce qu'il souhaite, c'est précisément pouvoir toucher le fond pour remonter à la surface. Ce fond va être atteint grâce à l'argument, ou plutôt à la fiction, du malin génie. Pour se persuader que rien n'est certain, à la fin de la première méditation, Descartes avait créé la fiction d'un malin génie, si vous voulez, c'est l'équivalent de Matrix, c'est-à-dire un esprit très puissant et trompeur qui me retiendrait prisonnier entre quatre murs d'illusion, sans que je puisse sortir de cette illusion. Mais Descartes va dire, mais c'est précisément cela qui va me permettre de sortir du doute et de trouver la première certitude absolument indubitable. Pourquoi ? Parce que tant que je pense qu'un malin génie me trompe, je suis certain d'être quelque chose, parce qu'il faut bien que je sois quelque chose pour pouvoir penser qu'il me trompe. Il faut bien que je sois quelque chose pour pouvoir penser qu'il me trompe. Autrement dit, lorsque je fais l'expérience de ma pensée, peu importe ce que je pense, que je me trompe, que je fasse une erreur, que je rêve, que j'ai une hallucination, peu importe. Lorsque je fais l'expérience de ma pensée, je fais immédiatement l'expérience de ma propre existence. D'où ce qu'on appelle dans la tradition philosophique le cogito. Je pense, je suis. Je pense, je suis. C'est-à-dire que l'expérience de la pensée et en même temps implique
l'expérience de ma conscience. Alors, j'avais abordé avec vos camarades plusieurs points. Le premier point qu'il faut comprendre et qu'il faut absolument saisir, c'est que pour Descartes, l'expérience du cogito n'est pas une expérience réflexive. Autrement dit, le cogito n'est pas la conscience de soi-même, la conscience réfléchie de soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je n'ai pas besoin de me regarder en train de penser pour prendre conscience que c'est moi qui pense. Lorsque je rêve, lorsque j'ai une sensation, lorsque je pense que 2 plus 3 égale 5, bref, lorsque je fais tout ce que Descartes appelle penser, je sais que c'est moi qui pense, immédiatement, et pas de manière réflexive. Je n'ai pas besoin de faire un retour sur moi-même pour avoir conscience de moi. Cette conscience est immédiate. On pourrait se dire que c'est un petit peu la même chose qu'une caméra, si vous voulez, qui voit, qui perçoit quelque chose. Et cette caméra n'aurait pas besoin de se filmer elle-même pour savoir que c'est elle qui filme. Ben, c'est exactement la même chose avec l'esprit humain. Le moi n'a pas besoin de se réfléchir lui-même pour savoir que c'est lui qui pense. Le deuxième point qui est tout aussi important, et j'avais dégagé, c'est que pour Descartes, le cogito n'est pas une démonstration de l'existence de soi ou du moi. Le cogito n'est pas une démonstration, c'est une preuve qui est encore plus forte, plus évidente qu'une démonstration. Pourquoi? Dans les 5e réponses aux objections, en fait, après la publication des méditations métaphysiques, Descartes va recevoir du courrier de Hobbes, d'Arnaud, de Gassendi, des grands penseurs de l'époque. Et c'est des objections qu'ils vont faire, ou des remarques qu'ils vont faire sur le texte des méditations. Donc, dans les 5e objections, on va, je crois que c'est Gassendi, on va objecter à Descartes que le cogito n'est pas une démonstration. Et Descartes va dire, mais bien sûr que non, que ce n'est pas une démonstration, je l'ai dit explicitement, mais c'est une preuve plus claire et plus distincte qu'une démonstration. Pourquoi? Parce que une démonstration, c'est un enchaînement d'idées très claires et très distinctes. Une démonstration, c'est un enchaînement d'idées très claires et très distinctes. Et c'est précisément, dit Descartes, ce qu'on appelle la science. La science repose sur la démonstration, c'est-à-dire sur un enchaînement de propositions, d'assertions absolument claires et distinctes. Mais il y a quelque chose, il y a une voie, pardon, encore plus certaine que la démonstration, c'est l'intuition intellectuelle. C'est l'intuition intellectuelle. Celle qui est à l'œuvre, par exemple, dans la connaissance des axiomes en mathématiques. Par exemple,
A sur B, pardon, A égale B, B égale C, donc A égale C. Ça, c'est indémontrable. J'ai plus de feutre. Ça, c'est indémontrable. Et pourtant, c'est une connaissance absolument certaine. Autrement dit, il y a des connaissances intellectuelles qui relèvent de l'intuition et qui sont plus certaines encore que les démonstrations. Premièrement, parce qu'elles sont les principes, elles sont les fondements de la démonstration. Et en plus, parce qu'on ne risque pas de faire l'erreur qu'il peut y avoir dans un calcul, c'est-à-dire dans un enchaînement de propositions claires et distinctes. Donc, premier point à comprendre, le cogito n'est pas réflexif. Deuxième point à comprendre, le cogito n'est pas une démonstration, même si c'est une preuve plus certaine encore, d'après Descartes, qu'une démonstration. Parce qu'elle repose sur l'évidence de l'intuition. Troisième point, indémontrable, mais plus certaine qu'une démonstration. Parce qu'en fait, elle est l'objet d'une opération intellectuelle qui s'appelle l'intuition, sur laquelle reposent les démonstrations. Mais précisément, la raison pour laquelle c'est absolument certain, c'est que c'est tellement certain que c'est pas démontrable. En fait, j'ai pas besoin de le démontrer, c'est aussi ça. J'ai pas besoin de démontrer qu'un plus 1 égale 2. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est au contraire d'une vérité tellement évidente qu'on ne peut pas le démontrer. Alors, j'avais abordé la question de l'objection que Nietzsche va faire à Descartes, et j'avais répondu à cette objection par Kant. Nietzsche va dire, mais si ça se trouve, le moi est une illusion, le moi est une construction, le moi n'existe pas. Il y a plein d'animaux, par exemple, qui n'ont pas une conscience subjective. Il y a plein de processus qui n'ont pas de sujet, qui n'ont pas d'agent. Et ce que va dire Nietzsche, c'est qu'on est tellement habitué à penser sujet, verbe, que quand on trouve un verbe, on se dit qu'il y a forcément un sujet. Autrement dit, quand on pense, on croit forcément, parce qu'on a l'habitude de penser dans les termes de la grammaire, du langage, on croit forcément que c'est nous qui pensons. Et Nietzsche va dire, mais on a des raisons de penser que c'est pas nous qui pensons, qu'il y a certaines pensées qui nous viennent, d'où, ça sera l'hypothèse freudienne de l'inconscient, mais dont Nietzsche a déjà l'intuition, il y a certaines idées qui nous viennent, et elles ne viennent pas de nous. Nous pensons à quelque chose, non. Ces pensées nous viennent. C'est pas tout à fait la même chose. On peut se dire aussi que, et ça, ce serait ma réponse à Nietzsche, que de toutes les manières, peu importe que ce soit une illusion ou pas, le fait est que nous avons l'expérience, en fait, que c'est nous qui pensons. Quand bien même cette expérience ne serait pas première. Et on va voir effectivement qu'elle ne l'est pas forcément. Par exemple, que le nouveau-né n'a pas l'expérience de l'ego. Okay, c'est quelque chose dont il prend conscience plus tard, au cours de son développement. Mais quand bien même, à partir du moment où nous pensons véritablement, c'est nous qui pensons. Peut-être que le nouveau-né ne pense pas au sens où Descartes l'entend. C'est ça aussi le problème. Mais à partir du moment où nous pensons, c'est l'ego qui réalise cette pensée, qui réalise cette opération. Alors, Descartes va ensuite, et c'est là que je vais reprendre la lecture du texte, donc si vous avez gardé ça en mémoire sur votre téléphone, on est au niveau de la page 251 sur Wikisource. Descartes va se demander à nouveau ce qu'il est. Il a trouvé que c'était lui qui pensait, mais la question est de savoir ce qu'il est véritablement.
Donc, je poursuis la lecture. Pardon, page 249. Mais je ne connais pas encore assez clairement quel je suis, moi qui suis certain que je suis. De sorte que désormais, il faut que je prenne soigneusement garde de ne prendre pas imprudemment quelque autre chose pour moi, et ainsi de ne me point méprendre dans cette connaissance que je soutiens être plus certaine et plus évidente, Ibrahim, plus certaine et plus évidente que toutes celles que j'ai eues auparavant. C'est pourquoi, ben non, sortez votre téléphone, mais lisez Descartes. C'est pourquoi je considérerai maintenant tout de nouveau ce que je croyais être avant que j'entrasse dans ces dernières pensées. Et de mes anciennes opinions, je retrancherai tout ce qui peut être tant soit peu combattu par les raisons que j'ai tantôt alléguées, en sorte qu'il ne demeure précisément que cela seul qui est entièrement certain et indubitable. Qu'est-ce donc que j'ai cru être ci-devant? Ci-devant, ça veut dire avant. Sans difficulté, j'ai pensé que j'étais un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme? Dirais-je que c'est un animal raisonnable? Non, certes, car il me faudrait par après chercher ce que c'est qu'un animal et ce que c'est que raisonnable. Et ainsi, d'une seule question, je tomberais insensiblement en une infinité d'autres plus difficiles et plus embarrassées. Et je ne voudrais pas abuser du peu de temps et de loisirs qui me restent en l'employant à démêler de semblables difficultés. Mais je m'arrêterai plutôt à considérer ici les pensées qui naissaient ci-devant d'elles-mêmes en mon esprit et qui ne m'étaient inspirées que de ma seule nature lorsque je m'appliquais à la considération de mon être. Je me considérerais premièrement comme ayant un visage, des mains, des bras, et toute cette machine composée d'os et de chair, telle que paraît en un cadavre, laquelle je désignais par le nom de corps. Je considérais, outre cela, que je me nourrissais, que je marchais, que je sentais, et que je pensais, et que je rapportais toutes ces actions à l'âme. Mais je ne m'arrêtais point à penser ce que c'était que cette âme, ou bien, si je m'y arrêtais, je m'imaginais qu'elle était quelque chose d'extrêmement rare et subtil, comme un vent, une flamme, ou un air très délié, qui était insinué et répandu dans mes plus grossières parties. Pour ce qui était du corps, je ne doutais nullement de sa nature, mais je pensais la connaître fort distinctement. Et si je l'eusse voulu expliquer suivant les notions que j'en avais alors, je l'eusse décrite en cette sorte: par le corps, j'entends tout ce qui peut être terminé par quelque figure, qui peut être compris en quelques lieux, et remplir un espace en telle sorte que tout autre corps en soit exclu, qui peut être senti, ou par l'attouchement, ou par la vue, ou par l'ouïe, ou par le goût, ou par l'odorat, qui peut être mu en plusieurs façons, non pas à la vérité par lui-même, mais par quelque chose d'étranger duquel il soit touché, et dont il reçoive l'impression. Car d'avoir la puissance de se mouvoir de soi-même, comme aussi de sentir ou de penser, je ne croyais nullement que cela appartint à la nature du corps. Au contraire, je m'étonnais plutôt de voir que ces semblables facultés se rencontraient en quelques-uns. Mais moi, qui suis-je, maintenant que je suppose qu'il y a un certain génie qui est extrêmement puissant, et, si j'ose le dire, malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper? Puis-je assurer que j'ai la moindre chose de toutes celles que j'ai dites naguère appartenir à la nature du corps? Je m'arrête à penser avec attention, et je passe et repasse toutes ces choses en mon esprit, et je n'en rencontre aucune que je puisse dire être en moi. Il n'est pas besoin que je m'arrête à les dénombrer. Passons donc aux attributs de l'âme, et voyons s'il y en a quelqu'un qui soit en moi. Les premiers sont de me nourrir et de marcher. Mais s'il est vrai que je n'ai point de corps, il est vrai aussi que je ne puis marcher ni me nourrir. Un autre est de sentir. Mais on ne peut aussi sentir sans le corps, outre que j'ai pensé sentir autrefois plusieurs choses pendant le sommeil, que j'ai reconnu à mon réveil n'avoir point en effet senti. Un autre est de penser. Et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient. Elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps?
autant de temps que je pense, car peut-être même qu'il se pourrait faire, si je cessais totalement de penser, que je cesserais en même temps tout à fait d'être. Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai. Je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Or, je suis une chose vraie et vraiment existante. Mais quelle chose? Je l'ai dit, une chose qui pense. Et quoi davantage? J'exciterai mon imagination pour voir si je ne suis point quelque chose de plus. Je ne suis point cet assemblage de membres que l'on appelle le corps humain. Je ne suis point un être délié et pénétrant, répandu dans tous ses membres. Je ne suis point un vent, un souffle, une vapeur, ni rien de tout ce que je puis feindre et m'imaginer, puisque j'ai supposé que tout cela n'était rien, et que, sans changer cette supposition, je suppose que je ne laisse pas d'être certain que je suis quelque chose. Alors que dit Descartes dans ce texte? Descartes se demande ce qu'il est. Et il va faire un travail de ce que Platon appellerait de division pour chercher à se définir lui-même. Et il va passer en revue les conceptions les plus courantes de la tradition philosophique de l'humanité ou du sujet. Que croyait-il être? Descartes croyait être un homme, un être humain. Mais qu'est-ce qu'un homme? Je peux dire, après Aristote, que l'homme est un animal raisonnable. Et Descartes va dire, mais pour savoir ce que c'est qu'un homme, il faut que je sache ce que c'est qu'un animal raisonnable. Pour savoir ce que c'est qu'un animal raisonnable, il faut que je sache ce que c'est qu'un animal, que je sache ce que c'est que le raisonnable. Et en fait, j'entre dans des difficultés qui sont inutiles. Est-ce que je suis un corps? Non, je ne suis pas un corps. Parce que je peux me penser sans mon corps. Est-ce que je suis un âme au sens où l'entendaient les anciens? Suis-je une âme au sens d'un souffle subtil qui anime mon corps? Non, je n'ai aucune raison de le penser. Que suis-je? Descartes va dire, je suis une chose qui pense. Je suis une chose qui pense. Il faut bien comprendre ce que chose veut dire ici. Chose, ça veut dire la même chose que truc ou que X. C'est le terme le plus indéterminé qui soit dans le vocabulaire de Descartes. Autrement dit, la chose n'est pas une substance ici. On pourrait traduire une chose qui pense par je suis l'acte de penser. Je suis quand je pense.
Et donc la conclusion de Descartes, c'est que je suis véritablement quelque chose qui n'est pas une chose, c'est-à-dire qui n'existe pas matériellement, qui n'est pas situable, qui n'a pas de grandeur, qui n'a pas de quantité. Je suis une pensée. Et la pensée n'est pas dans la matière. Autrement dit, ce que je suis n'a pas d'existence physique pour Descartes. C'est en fait impossible à imaginer. Pourquoi? Parce que quand on imagine quelque chose, on donne toujours une forme, une réalité concrète à ce qu'on imagine. Mais précisément, on ne peut pas imaginer ce que l'on est, parce que ce que l'on est n'existe pas matériellement, n'est pas une chose, au sens où on l'entend, c'est-à-dire n'est pas un objet concret et extérieur à nous. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes une réalité qui est plus réelle, en fait, que les réalités matérielles. Autrement dit, notre existence d'être pensant est plus certaine encore que l'existence des êtres corporels. Alors, on va passer à l'examen d'une page célèbre. On va passer directement à la page 257. C'est le morceau de cire, l'analyse du morceau de cire, qui va permettre à Descartes de montrer qu'on connaît beaucoup plus facilement notre pensée qu'on ne connaît notre corps, et le corps de manière générale. Considérons donc maintenant les choses que l'on estime vulgairement être les plus faciles de tout à connaître, et que l'on croit aussi être le plus distinctement connues, c'est à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Non pas à la vérité les corps en général, car ces notions générales sont d'ordinaire un peu plus confuses, mais considérons-en un en particulier. Prenons par exemple ce morceau de cire. Il vient tout fraîchement d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, il est maniable, et si vous frappez dessus, il rendra quelque son. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que pendant que je parle, on l'approche du feu. Ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évapore, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on manier, et quoique l'on frappe dessus, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle encore après ce changement? Il faut avouer qu'elle demeure. C'est Lavoisier. Il faut avouer qu'elle demeure. Personne n'en doute, personne ne juge autrement. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction? Certes, ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, sous l'odorat, sous la vue, sous l'attouchement et sous l'ouïe, se trouvent changées,
et que cependant la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que cette cire n'était pas ni cette douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui, un peu auparavant, me paraissait sensible sous ses formes, et qui maintenant se fait sentir sous d'autres. Mais qu'est-ce précisément parlant que j'imagine lorsque je la conçois en cette sorte? Considérons-le attentivement, et retranchant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes, il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or, qu'est-ce que cela, flexible et muable? N'est-ce pas que j'imagine que cette cire étant ronde est capable de devenir carrée et de passer du carré en une figure triangulaire? Non, certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements. Et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination, et par conséquent, cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer. Qu'est-ce maintenant que cette extension? N'est-elle pas aussi inconnue? Car elle devient plus grande quand la cire se fond, plus grande quand elle bout, et plus grande encore quand la chaleur augmente. Et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce que c'est que la cire, si je ne pensais que même ce morceau que nous considérons est capable de recevoir plus de variété selon l'extension que je n'en ai jamais imaginé. Il faut donc demeurer d'accord que je ne saurais pas même comprendre par l'imagination ce que c'est que ce morceau de cire, et qu'il n'y a que mon entendement seul qui le comprenne. Je dis ce morceau de cire en particulier, car pour la cire en général, il est encore plus évident. Mais quel est ce morceau de cire qui ne peut être compris que par l'entendement ou par l'esprit? Certes, c'est le même que je vois, que je touche, que j'imagine, et enfin c'est le même que j'ai toujours cru que c'était au commencement. Or, ce qui est ici grandement à remarquer, c'est que sa perception n'est point une vision, ni un attouchement, ni une imagination, et ne l'a jamais été, quoiqu'il le semblât ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l'esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse, comme elle était auparavant, ou bien claire et distincte, comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée. Alors, que dit Descartes dans cette page célèbre des méditations métaphysiques? Descartes prend l'exemple d'un morceau de cire, et il se demande ce que c'est que ce morceau de cire, c'est-à-dire ce qui fait l'identité de ce morceau de cire. Or, dit Descartes, toutes les propriétés sensibles du morceau de cire peuvent changer sans que la cire elle-même ne change. Toutes les propriétés sensibles de la cire peuvent changer sans que la cire elle-même ne change. Je m'explique. La cire peut fondre. Elle changera de forme, de consistance, d'odeur. Et même, dit Descartes, de son. C'est-à-dire qu'elle ne rendra pas le même son si je la frappe lorsqu'elle est fondue et lorsqu'elle est dure. La cire peut s'évaporer. La cire peut s'évaporer. Et à ce moment-là, son étendue changera au point qu'elle n'aura plus, en fait, de figure déterminée, de limite. Est-ce que la cire est tout ce que je peux imaginer de la cire? La réponse, dit Descartes, est non, parce que je peux imaginer une infinité, ou plutôt je suis incapable d'imaginer cette infinité, de formes, d'odeurs,
de consistance, d'apparence de manière globale. Je suis incapable d'imaginer tous les aspects sensibles que peut prendre la cire. Qu'est-ce qui fait l'identité de la cire? C'est ma pensée. Ce qui fait l'identité de la cire, c'est que je pense que c'est la même cire qui s'est transformée. Ce qui fait l'identité de la cire, ce n'est donc pas ses qualités sensibles, ses propriétés sensibles. Ce ne sont même pas les propriétés que je peux imaginer d'elle, parce que je suis incapable d'imaginer l'infinie variété de ses propriétés. En revanche, je suis capable de penser que c'est la même cire qui se transforme ainsi. Et donc, dit Descartes, ce qui est absolument clair et distinct, ce qui est absolument évident, c'est que je peux savoir ce que c'est que ma pensée, bien plus certainement que ce que je sais des corps. Autrement dit, et j'en aurais terminé avec ce long paragraphe, mon identité n'émerge qu'à partir du moment où je me reconnais comme l'auteur de mes pensées. Alors, il faut que je retrouve mon corpus. Normalement, c'est bon. Grand. Attendez. Est-ce que je peux avoir votre. Je dois en avoir encore, mais. Est-ce que je peux avoir vos textes? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai ça. D'ailleurs, si quelqu'un n'a pas de texte, je peux en fournir. Grand C, matière et mémoire, qu'est-ce qu'être soi-même? Alors, à moins que ce soit le grand D. C'est peut-être le grand D. Grand D, qu'est-ce qu'être soi-même? Matière et mémoire, qu'est-ce qu'être soi-même? Alors, Descartes nous met sur la piste de ce qu'est l'identité personnelle. Cette identité s'aperçoit dans une continuité temporelle. Descartes va dire, je sais que je suis aussi longtemps que je pense. Aussi longtemps que je pense. Or, cette identité relève de l'immédiat. Cette identité relève de l'immédiat.
il s'agit plutôt de penser que l'identité personnelle est transcontinue. C'est-à-dire qu'elle se maintient dans la durée. Autrement dit, qu'elle n'est pas de l'ordre de l'instant, mais qu'elle est de l'ordre de la durée. Alors, c'est ce que nous allons voir avec un texte, donc c'est la fin de la page 1, avec un texte de John Locke, philosophe empiriste anglais du XVIIe siècle, l'essai sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 27. Il n'y a que la conscience qui puisse unir en une même personne des existences éloignées et non l'identité de substance. Cassandra, vous allez mettre votre téléphone portable sur la table de devant. Ça vous évitera de pianoter. Car, quelle que soit la substance, quelle que soit sa structure, il n'y a pas de personne sans conscience. Ou alors, un cadavre pourrait être une personne aussi bien que n'importe quelle substance sans conscience. Pourrions-nous supposer deux consciences distinctes et incommunicables faisant agir le même corps, l'une de jour et l'autre de nuit, et en sens inverse, la même conscience qui ferait agir, par intervalles, des corps distincts? Je me demande si, dans le premier cas, celui qui travaille de jour et celui qui travaille de nuit ne seraient pas deux personnes aussi distinctes que Socrate et Platon, et si, dans le second cas, il n'y aurait pas une personne en deux corps différents, tout comme un homme reste le même dans des vêtements différents. Il ne sert absolument à rien de dire que dans les cas précédents, les consciences sont les mêmes ou diffèrent en fonction de substances immatérielles identiques ou différentes qui introduiraient en même temps la conscience dans ces corps. Que cela soit vrai ou faux, cela ne change rien, puisqu'il est évident que l'identité personnelle serait déterminée dans les deux cas par la conscience, qu'elle soit attachée à une substance immatérielle ou non. Si l'on accorde en effet que la substance pensante de l'homme doit être nécessairement supposée immatérielle, il n'en demeure pas moins évident que la chose pensante immatérielle peut se défaire parfois de sa conscience passée, puis la retrouver, comme en témoigne souvent chez l'homme l'oubli des choses passées et le fait que plusieurs fois il retrouve trace de conscience passée, complètement perdue depuis 20 ans. Supposez que ces intervalles de mémoire et d'oubli alternent régulièrement jour et nuit, et vous aurez deux personnes qui auront le même esprit immatériel, tout comme dans l'exemple précédent, vous aviez deux personnes avec le même corps. Ainsi, le soi n'est pas déterminé par l'identité ou la différence de substance, ce dont il ne peut être sûr, mais seulement par l'identité de conscience. Alors, que dit Locke dans ce texte? Locke va critiquer une partie des méditations de Descartes, et en particulier la méditation 3 de Descartes, que nous n'avons pas le temps de lire, mais que je vous invite à lire, dans lequel Descartes va dire que je suis une substance pensante. Je suis une substance pensante. Alors, chez Descartes, ça vient d'un argument théologique. C'est la création continuée de Dieu qui m'assure en fait de mon identité à travers le temps. Locke, oui.
Johan. En gros, vous dites qu'il se compare et qu'il est, oui, c'est une substance pensante, mais on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. En fait, il est comme activité. Alors, il pense qu'il est d'abord quelque chose qu'il pense. C'est-à-dire, il est avant tout, dans les 2 premières méditations, il est avant tout, c'est une bonne question, hein, la question de Johan. Il est avant tout une activité qui pense. Mais de la même manière, si vous voulez, que je peux rêver avoir un autre corps que le mien, tant qu'on n'a pas prouvé, tant qu'on n'a pas prouvé la certitude de nos expériences sensibles, et pour Descartes, ça va être compliqué de le faire, puisqu'il est parti du principe qu'à partir du moment où mes sens pouvaient me tromper une fois, ils pouvaient me tromper toujours, ça va être très compliqué de s'assurer de la certitude de nos perceptions sensibles. Okay. Simplement, je vous ai fait lire les 2 premières méditations, il y en a 5. Okay. Et à la fin, je vous rassure, Johan, Descartes est persuadé que, oui, qu'est-ce qui me fait dire que je suis un homme? En fait, il est persuadé que les perceptions sensibles sont suffisantes, en fait, pour être certain de son appartenance sexuée. C'est un monsieur, Descartes. C'est pas. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que on n'en est pas à un délire près, mais c'est marrant que les philosophes du genre ne soient pas allés chercher du côté de chez Descartes certains de leurs arguments. Parce qu'elle pourrait carrément. Enfin, elle pourrait carrément. Okay. Donc, Locke s'en prend au caractère substantiel de l'âme. Il s'en prend au caractère substantiel de l'âme pour critiquer le critère de l'identité personnelle. Pour critiquer le critère de l'identité personnelle tel que Descartes le met en place dans la 3e méditation. Il ne va pas être le seul. Bergson va faire la même chose bien plus tard, 2 siècles plus tard. Que va nous dire Locke? Locke va nous dire que le véritable critère de l'identité personnelle, c'est l'unité de la conscience telle qu'elle se déploie dans la mémoire. Telle qu'elle se déploie dans la mémoire. Autrement dit, je suis moi-même à partir du moment où j'ai le souvenir de tout ce que j'ai été. Lorsque... Qu'est-ce qu'il y a, Johan? Il est foncé. Mais ça, c'est son état naturel, si vous voulez. Lorsque cette mémoire se perd, ma personne se perd. Pour vendredi, je voudrais que vous alliez voir sur Wikipédia le scénario de La mémoire dans la peau, qui est un film de Jason Bourne. Okay. Enfin, de la série Jason Bourne.